Francine Mérand, bonjour. Bonjour Daniel Mergatian. Merci d'être parmi nous aujourd'hui à la Radio Arménie pour nous parler un petit peu de cette exposition que le Centre national de la mémoire arménienne accueille et accueille avec beaucoup de plaisir parce que c'est une exposition de peinture au sujet de la mémoire et de la transmission de la mémoire traumatique des génocides et des crimes contre l'humanité. J'aurais une première question qui m'intéresserait vraiment, c'est poser une question sur la démarche qui a déclenché ce travail de peinture, de recueil de la parole, de transmission à travers des œuvres d'art, mais aussi à travers, je suppose, l'établissement de toute une relation de dialogue et de reconstruction, en fait, de mémoire. Alors, la démarche s'est construite au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que entre le démarrage de ce que j'ai fait et là où je suis aujourd'hui, il y a eu une évolution un petit peu sur le mode du travail psychanalytique qui fonctionne en se laissant porter là où la parole mène et l'inconscient surgit et nous amène à des chemins, à des terrains qu'on n'avait pas prévus. En 2008, donc j'avais 3 enfants, j'avais plus de temps, enfin ils étaient un peu plus grands, et j'étais psychiatre, donc ça c'est ma profession, et j'avais beaucoup travaillé, donc j'ai énormément peint, et arrive le moment où on se demande qu'est-ce qu'on va peindre, parce que après l'apprentissage, il s'agit de trouver ce qu'on veut peindre. Pour moi, il fallait que ce que je peigne ait du sens, donc j'ai réfléchi et je me suis dit, dans mon travail, je travaille avec la souffrance individuelle, et j'avais envie de peindre la souffrance collective. Et je suis tombée sur une photo de chômeurs, donc j'ai démarré avec une toile sur les chômeurs puisque c'était la souffrance collective et la perte d'individualité, la perte de son statut. Et donc j'ai fait une première toile sur les chômeurs et après je suis tombée sur une photo de déportés à la libération des camps, donc j'ai fait une première peinture, puis une deuxième, puis une troisième, puis j'ai recommencé à lire des livres que je lisais adolescente sur la période de la Shoah et au fur et à mesure imprégné des mots, je peignais sur la toile. Je me suis laissée avaler, en fait. Et après, je me suis dit qu'il fallait peindre des mémoires qui n'ont pas d'espace pour s'énoncer. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la mémoire tzigane, parce que les tziganes ont du mal à parler, ont du mal à être entendus. Et donc, je me suis dit que j'allais parler pour leur mémoire. Donc, je suis allée dans une communauté tzigane. Des gens ont commencé à parler un tout petit peu du Sami Dariphan, donc le génocide ou quasi-génocide tzigane. Et puis, et c'est comme ça que je suis arrivée progressivement après au Tutsi qui venait aux commémorations et qui était un génocide dont on ne parlait pas parce que c'était un peu compliqué en France de parler du génocide des Tutsis. Et je suis arrivée aux Arméniens qui, ça, par contre, était plus évident que les Tutsis parce que j'en avais déjà entendu parler. Et au fur et à mesure que j'ai peint des visages, j'ai changé de thématique. Je suis passée de la thématique de la position du témoin, qui était une grande question pour moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de quelque chose? Et je suis venue à la question des traces. Des traces chez les descendants, des traces chez les survivants et de la difficulté de porter les traces. Alors on a chacun ses traces, chacun porte les siennes. Et c'était les traces que j'ai voulu retraduire, les traces des traumatismes, quoi. C'est sûr, la question des traces qui est vraiment transversale, que chaque famille arménienne ou juive ou tzigane porte, évidemment, dans la mesure où il y a toujours ce travail de reconstruction de comment on peut continuer à vivre après avoir connu ça dans sa famille. Alors, ces toiles, il y a des portraits et des toiles aussi qui constellent et qui ornent les murs du cinéma. Ça fait vraiment une exposition qui est très belle. On a eu beaucoup de plaisir à l'installer parce que c'est comme si elle avait trouvé sa place chez nous. C'était quelque chose qui était assez touchant. Ce sont des toiles qui interpellent. On les regarde et il y a une relation qui s'établit tout de suite. Que ce soit les portraits ou que ce soit les toiles plus générales, les toiles de groupe. Et est-ce que... je parle de ça parce que je me rends compte que, oui, les auditeurs ne savent pas aussi encore, que ce travail fait autour de ces peintures et de ces œuvres alimente en fait tout un parcours de la mémoire que vous menez, et en particulier dans la transmission auprès des jeunes et dans différents pays européens. C'est un parcours européen de la mémoire, et on a la chance d'avoir une étape de ce parcours qui a lieu à Dessines, donc au CNMA. Alors, lors de la toute première exposition, qui est vraiment, c'était, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais faire. J'avais fait des peintures, j'imaginais pas les exposer, je les ai exposées, j'ai donné un titre, témoin passif, témoin coupable, point d'interrogation. C'était la première exposition. Je me suis mis dans un coin de la salle
personne ne me connaissait. Et j'ai regardé les réactions des gens qui venaient, qui ne savaient pas que j'étais là. Et j'étais tous les après-midi présente. Et j'ai vu qu'il y avait, comme vous dites, ça interpellait. Il y avait des textes à côté des toiles. Donc j'ai écrit des poèmes, enfin des textes à côté de chaque toile, de ce que la toile m'inspirait pour comprendre où j'étais dans ce que j'avais peint. Et quand j'ai vu les réactions des gens qui étaient happés par les toiles, au sens vrai happés, c'est-à-dire systématiquement les gens étaient stoppés, nets devant la toile, et se rapprochaient et lisaient le texte. Et les gens avaient toujours quelque chose à raconter de leur histoire. Et je me suis dit que c'est des vecteurs de parole, c'est-à-dire que le fait d'être interpellé ramène les gens à leur propre histoire. Et c'est ça qui était riche pour moi. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que ça continue. Donc en fait, j'ai écrit partout. Donc le Conseil de l'Europe est venu vers moi pour me demander de travailler, de peindre des choses par rapport à des colloques et de venir parler des mémoires individuelles. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que ce qui m'intéressait, en particulier dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, qui est un contexte qui m'atteint beaucoup, c'est le fait qu'on vit dans un monde où il y a un rapport très perturbé à la vie, où la mort est très présente. Elle est à la fois dédramatisée comme si c'était du jeu, dans les jeux qu'ont les enfants, où vraiment on dissocie la perte de vie de la question de la mort, et ça me choque beaucoup. Et aussi une espèce de quête de la mort, au lieu d'avoir une quête de la vie, et qui me choque aussi beaucoup. Et par rapport à ça, je me suis dit, quand on entend les déportés, les rescapés, que ce soit de la Shoah ou que ce soit les rescapés arméniens, ce qui revient toujours, c'est l'amour de la vie, quoi. Et c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, et c'est très prégnant pour moi, aussi par rapport à une histoire personnelle où on aimait, dans ma famille maternelle, on avait un discours qu'on n'aimait pas la vie, mais c'est très important comme pour moi ce discours, c'est de dire, ce que je ramène comme témoignage, c'est des témoignages, on n'a qu'une vie, et chacun peut faire de sa vie quelque chose. Et quand on la perd, ou quand on risque de la perdre, quand on se rend compte de la valeur de cette vie et qu'elle est unique, c'est là qu'on va faire quelque chose de sa vie. Et cette richesse qu'on a dans nos mains chacun, et qu'on peut nous enlever comme ça, sur un coup de baguette, par quelqu'un qui a une quête de la mort, la sienne et la nôtre, quoi. Je me suis dit, il fallait qu'on réveille ça chez les enfants aujourd'hui. Donc, j'ai essayé d'aller dans les écoles pour faire des actions scolaires, pour ramener la parole de rescapés, parce que cette parole, elle est constructrice, quoi. Oui, c'est effectivement une parole de vie, et qui est tout à l'opposé d'un processus génocidaire qui est animé par une volonté de destruction, une volonté de mort autour de... Alors, malgré le ton de ces propos très, très sérieux, l'exposition n'est pas triste à voir. Elle est très vivante. On voit des portraits de vie arrêtée à un moment donné, vie miraculeusement poursuivie pour des gens qui ont survécu. Et en fait, elle véhicule une vraie... et ça, c'est une des richesses exceptionnelles de cette exposition. Elle véhicule une vraie richesse de la vie qui est portée. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable, dont j'invite effectivement tous nos auditeurs à venir profiter au centre. C'est-à-dire que pour moi, les couleurs, c'est la vie. Donc, si on travaille de la peinture qui n'est pas colorée, c'est une peinture qui est mortifère et le début de ma peinture était comme ça. La première exposition était dans les bruns noirs, et donc les gens ont été un peu choqués de la lourdeur de l'exposition. Et à partir de là, j'ai peint les tziganes. Les tziganes, on ne peut pas les peindre en brun et noir. On est obligé de les peindre en couleur parce que c'est un peuple tout en couleur, tout en vie, tout en force, tout en expression. À partir de là, j'ai changé ma palette. Et depuis, en peignant les Arméniens, je suis revenue à mes couleurs d'avant la Shoah. Donc, il y a du violet, du jaune, du vert, du rose. Et depuis, je continuais. C'est-à-dire que même mes portraits, qui n'étaient pas colorés au départ, dès qu'on voit des portraits avec des couleurs, c'est des portraits beaucoup plus récents. Il y a plus de couleurs. Pour moi, les couleurs, c'est la vie, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une exposition qui est là pour pas transmettre la tristesse, mais vraiment transmettre la vie. Ah oui, c'est effectivement très réussi. Quand je disais tout à l'heure que j'ai voulu parler des mémoires qu'on n'entend pas, des mémoires, je voulais transmettre en fait toutes les mémoires. L'idée, c'est de pas entrer dans un conflit de mémoire, ce qui est vraiment on va dire l'écueil le plus souvent et que je voulais pas rencontrer. Donc ça a été à la fois de parler de toutes les mémoires parallèles à la Shoah. Moi, je voulais parler des mémoires des handicapés, par exemple, c'est important parce qu'on n'en parle pas. Les handicapés, ils n'ont pas les moyens de parler de leur mémoire, donc il faut bien que quelqu'un en parle. Je suis médecin, donc forcément, ça me touche plus. Et donc, c'était important de me faire la voix des handicapés
pendant la Shoah. La question, c'était aussi de parler des homosexuels, dont on parle pas. C'est une mémoire difficile à porter parce que très peu d'homosexuels sont sortis des camps. Les victimes homosexuelles, c'était des victimes de crimes contre l'humanité, mais pas de génocide. Mais c'est des victimes qui ont eu du mal à se poser après la guerre pour annoncer à la fois leur homosexualité et à la fois leur déportation. Et donc, c'était important pour moi aussi de parler de leur mémoire, de la désignation de l'autre, différent. Et récemment, j'ai peint la mémoire des Yézidis parce que c'est un génocide qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, dont on ne parle pas, qu'on ne connaît pas. On parle de Daesh par rapport à ce qui se passe au niveau des attentats chez nous, ou de la guerre en Irak comme quelque chose de très très loin. Et on le prend pas en compte. On se rend pas compte, ça se déroule sous nos yeux. On a une indifférence, la presse a une indifférence absolument incroyable là-dessus. Le père Desbois travaille là-dessus, il a travaillé sur la Shoah par balle, il travaille sur les Yézidis. Et donc je voulais absolument faire un portrait de jeunes femmes Yézidis pour le courage de ces femmes qui témoignent à visage ouvert alors qu'elles sont elles-mêmes maintenant désignées comme des exclus de leur communauté parce qu'elles ont subi viol. Et je voulais en parler parce que voilà, témoin passif, témoin coupable. Nous aussi, on est coupable de cette indifférence. Voilà, donc aujourd'hui, j'en suis à cette mémoire que j'ai ajoutée à la mémoire, aux mémoires passées. Et dans finalement un discours porté par cette exposition qui est un discours plein d'humanisme, plein d'espoir, d'amour pour l'humanité, ce qu'elle a de beau. C'est-à-dire ces valeurs de vie qui sont portées, la vie qui est toujours plus forte que la mort. Et c'est quelque chose qui est extrêmement utile à rappeler dans ces périodes effectivement, de grandes tensions, de perte de valeurs, de repères, de choses et aussi, comme ça. Je trouve que on vit une société où on a vraiment une perte de repères identificatoires pour les jeunes. Et les repères identificatoires, aujourd'hui, les jeunes, ils partent s'engager en Syrie ou ailleurs, une quête de la mort. Et en fait, il n'y a plus ces repères identificatoires que pouvait représenter un résistant, je ne sais pas... quelqu'un de valeureux, courageux, qui défend l'autre, enfin qui a des valeurs positives de vie. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une faillite de notre société vraiment profonde de modèles identificatoires pour les jeunes. Et en exposant, je fais venir régulièrement des témoins à mes expositions. Je leur demande de témoigner. Moi, je m'efface un peu derrière mes portraits et derrière les témoins. Quand on entend un témoin parler, on n'est plus pareil après. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui. C'est ce dont je me rends compte après les ateliers pédagogiques qu'on mène souvent au centre de la mémoire. On n'est plus les mêmes. Après, les enfants, les élèves sont plus les mêmes après avoir entendu un témoignage direct ou indirect, ou présenter une histoire qui pourrait les toucher. Parce que c'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans cette histoire, c'est que la grande histoire, elle passe par des petites histoires, par l'histoire des gens, par l'histoire des individus. C'est pour ça que c'est remarquable dans notre exposition, tous ces portraits qui nous font rentrer là-dedans. Et tous peuvent être victimes, comme tous sont témoins, comme tous sont acteurs. On se rend compte chacun individuellement, bon, ça ne sert à rien. Si, tout sert à servir la vie en commun, l'altruisme, etc. Et c'est quelque chose qui est important. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a touché dans votre exposition, parce que ça transpire. La question, c'est de trouver une juste position entre le côté artistique... Voilà. Ce qui est pas si simple, en fait, comme démarche. Mais c'est important pour que ça parle. Et souvent, ça permet, en fait, de faire passer un message qui passerait plus durement. Plus difficilement. Voilà, et qui passe mieux par la peinture. Bon, aussi, la peinture, dans ma peinture, il y a une question aussi des traces que je fais dans ma technique picturale, puisqu'en fait, j'utilise très peu de peinture. Je fais énormément de couches différentes, très très fines, et je mets beaucoup de matière dans mes peintures. Et l'idée, c'est que la mémoire est faite de toutes ces traces, ces petites couches les unes au-dessus des autres, qui laissent apparaître la première, la deuxième, et c'est ça notre mémoire. Donc c'est aussi ce qui se joue dans les toiles. Ce qui fait liant aussi dans l'exposition, c'est que donc j'ai travaillé les 3 génocides arméniens, le génocide des Tutsis au Rwanda et le génocide de la Shoah. Et pour moi, la question, c'était pas de représenter uniquement les mémoires des victimes et des rescapés, c'était aussi représenter la mémoire des résistants et la mémoire des justes dans les 3 génocides. Et donc, je trouvais ça essentiel que, par exemple, il y ait des Hutus qui soient représentés quand ils ont aidé des Tutsis, parce que les Tutsis, ok, il y a eu un génocide dramatique, épouvantable, extrêmement violent, destructeur. Mais si des Tutsis sont aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a eu des Hutus qui les ont sauvés.
Donc, ça a été le cas pour les Juifs, ça a été le cas pour les Arméniens, et c'est pour ça que j'ai représenté un gouverneur turc qui a permis à des Arméniens d'être sauvés. J'ai représenté des justes qui avaient des positions dans la société, mais aussi des justes simples. Il y a un petit photographe qui a sauvé une famille, j'ai représenté en Albanie, par exemple comme juste au moment de la Shoah, parce que c'est important que pour les jeunes, ils se rendent compte qu'à quelque niveau que ce soit, on peut admirer que des gens simples, par des tout petits gestes, qui leur faisaient prendre beaucoup de risques, ont sauvé des familles entières. Et ça a été aussi bien pour les Arméniens, aussi bien pour les Juifs que pour les Tutsis. En fait, je voulais rajouter que dans mes portraits, il y a quelque chose de significatif qui parle beaucoup aux élèves, c'est le fait qu'il y ait les chiffres, et ça, je voudrais le dire. En fait, dans mes toiles, il y a à la fois des visages, c'est l'humanité, et à la fois des numéros, qui est l'inhumain. Et c'est important pour moi, d'abord parce que quand on montre à une classe les toiles, les élèves sont tout de suite interpellés, et du coup, ça les touche, parce que la première question, c'est pourquoi vous mettez des chiffres. Donc déjà, au moins, ils regardent l'étoile. Ils ne détournent pas la tête. Ensuite, les chiffres, c'est l'inhumain. C'est le fait de n'être qu'un numéro. Et dans la société, ça parle aux élèves de n'être qu'un numéro. Et de dire que chacun, on a son histoire propre, son individualité, qu'on est unique. Et que ce qui fait l'unicité de chacun, c'est le regard, c'est la vivacité, c'est la vie qu'on a en soi. Et le numéro, quand on n'est qu'un numéro, on n'est plus un homme. Et donc, c'est aussi cette didactique-là que j'ai dans mes toiles et qui se rejoue dans toutes les toiles. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Les rendez-vous du Centre national de la mémoire arménienne de Dessine, une émission mensuelle présentée par Daniel Megordichian sur les ondes de Radio Arménie.